الفتاة المسلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voulais remercier la sœur Hela de m'avoir invité, barakallahu fikoum, pour traiter un sujet difficile mais en même temps de pleine actualité, c'est-à-dire comment faire le passage d'être maman tout en restant femme. Pourquoi je dis d'actualité? Parce que lors de mes consultations, je reçois beaucoup de mamans qui sont complètement perdues dans leur rôle. Elles n'arrivent plus du tout à distinguer leur rôle et elles me disent: mais est-ce que pour plaire à Allah, je dois être mère avant d'être femme? Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux m'autoriser à être femme avant d'être mère? Et elles sont perdues. C'est pour ça que, barakallahu fik, ma chère sœur, de m'avoir invité, on va essayer avec le peu de moyens que j'ai, mais en même temps peut-être vous relater un peu ce qui se passe dans mes consultations avec les mamans, savoir un petit peu et arriver à comprendre quel est le juste milieu, et, puisque notre religion justement c'est la religion du juste milieu, et comment faire pour rester femme avant toute chose tout en étant maman. Et la première réponse que je donne à mes patientes, c'est: sachez une chose, ma chère sœur, c'est que vous ne serez jamais une maman épanouie pour vos enfants tant que vous n'êtes pas une femme épanouie. Donc ça c'est vraiment très important, puis on va essayer. Donc j'ai décidé de vous parler en 4 parties à peu près de ce thème-là, Inch'Allah. Première partie que j'ai intitulée: mais qu'est-ce que devenir mère? Et qu'est-ce que psychologiquement ça engendre que de devenir maman? Ensuite, dans la deuxième partie, Inch'Allah, femme ou maman, est-ce un choix impossible? Doit-on faire un choix? Est-ce un choix? Est-ce possible d'être les deux? Troisièmement, qu'est-ce qu'une femme épanouie? Et quatrièmement, Inch'Allah, si nous avons le temps, mais je pense que c'est primordial, et le spirituel dans tout cela. Parce que de toutes les façons, nous, en tant que femmes, nous ne pouvons pas être épanouies sans le spirituel. Donc la place que ça doit prendre dans notre vie, Inch'Allah, la place que cela prend, et comment faire qu'à travers notre spiritualité, on devienne une femme épanouie. Bidna Rahman. Alors, être maman et rester femme, qu'on le veuille ou non, la maternité, donc je reprends depuis le début, depuis la base, qu'est-ce qu'être maman, devenir maman? On va parler de la maternité, Inch'Allah. Qu'on le veuille ou non, la maternité a nécessairement un impact sur notre identité féminine, notre corps, nos besoins de femme. Déjà au moment de la grossesse, nous sommes conscients de ce petit être qui grandit en nous et qui fait de nous une maman en devenir. Nous allons réaliser que 2 identités nous habitent. Et là devient le problème, la mère et la femme. Pourtant, différentes raisons rendent difficile la conciliation aujourd'hui, encore une fois, et je le vois dans mes consultations, d'être femme et d'être maman à la fois. La valorisation du rôle de la maman dans la société, les transformations de notre corps durant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, sont quelques explications qui poursuivent l'adoption d'un rôle de maman au détriment de la femme. Et c'est vrai que je reçois des mamans qui viennent d'accoucher, qui sont dans ce qu'on appelle la période après accouchement, le baby blues en général, qui quand ça se résolut au bout de quelques mois, alhamdoulilah, quand ça ne se résolut pas, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle le postpartum, et ça c'est très difficile, ça peut aller très loin. Donc effectivement, ce qui est bien, c'est de consulter à ce moment-là quand on peut, mais beaucoup de ces femmes se sentent dans le vide total après cet accouchement. Donc qu'est-ce que devenir mère? Devenir mère présuppose, consciemment ou inconsciemment, un désir d'enfant. Ce désir est lié à l'histoire de chacune d'entre nous, mais entre désir d'enfant et naissance, entre fantasme et réalité, il y a tout un monde. On se projette, on a envie d'avoir un enfant, puis après on est déçu, on a un garçon, on a une fille. Cela dit, tout est sujet, parce qu'on est déjà dans cette fragilité d'être maman, de devenir maman, on se sent prêt, on se sent pas prête, il y a la pression de la famille, on a envie de cet enfant, on n'a pas envie, et c'est vrai que ça nous réconforte pas, et on ne sait pas trop où aller lorsque cet enfant arrive, surtout quand c'est le premier, on ne sait plus quoi faire en tant que maman. J'en vois beaucoup qui sont complètement désemparés et ne savent même pas si vraiment cet enfant est désiré ou pas. Alors qu'inconsciemment, de toutes les façons, le désir est là. C'est un long chemin que nous devons parcourir, le passage de sa mère à soi-mère. Parce qu'effectivement,
Porter un enfant, c'est dire inconsciemment que j'ai la capacité de devenir comme toi, maman, c'est-à-dire d'avoir un enfant dans mon ventre. Donc c'est un petit peu, quelque part, une défiance inconsciente qu'on donne à l'égard de la maman, en se disant, même qu'on ait des bons rapports avec elle ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que ça va nous faire revivre à l'intérieur de nous ce que notre maman a vécu, et ça va nous affranchir un petit peu de le cordon ombilical qu'on aurait pu avoir pendant longtemps, puisque ça arrive encore avec la maman. Le psychisme joue un rôle fondamental dans l'élaboration d'une grossesse. L'enfant se concevant tant par l'esprit que par le corps. Donner naissance à un enfant nous renvoie à notre propre naissance, toujours, à notre propre mère. Il faut renoncer à être la petite fille de sa propre maman pour pouvoir accéder soi-même au statut de maman. Et ça, des fois, on n'est pas préparé à ça. Et c'est très très difficile. Merci, Marie. Une femme veut devenir mère pour réaliser la rupture avec la mère et passer de ma mère à moi-mère. Donc là où on sent effectivement en consultation qu'il y a des soucis, c'est quand déjà il y a eu d'énormes problèmes relationnels avec la maman. En général, les mamans qui passent par un baby blues prolongé ou par un postpartum, donc c'est encore plus difficile, c'est effectivement parce qu'ils n'ont pas résolu des liens conflictuels qu'ils pouvaient avoir avec la maman. Au départ, en général, à 90%, c'est ce dont on se rend compte. Et c'est vrai que rétablir des liens avec la maman pendant la grossesse, avant la grossesse, couper ce cordon ombilical qui, dans notre communauté, n'est pas toujours coupé, être capable d'aller dans l'affrontement, pas dans l'affrontement, mais dans la confrontation avec sa maman, quand effectivement il y a eu des histoires de vie difficiles, fracturées avec la maman, il est toujours important, dans la mesure de possible, d'essayer de rétablir les liens avec sa maman, quoi qu'il arrive. Ça va énormément nous aider. On se rend compte qu'effectivement, les gens qui font cette démarche-là, les mamans, les jeunes mamans qui font cette démarche-là auprès de leur propre maman, on se rend compte au quotidien, subhanallah, qu'elles vivent beaucoup mieux, elles sont beaucoup plus épanouies pendant la grossesse et juste après l'accouchement. On s'en rend vraiment compte parce que c'est vraiment un lien très très fort entre la mère et soi, même, et c'est vrai que si on reste en désaccord avec ça, si il y a eu des non-dits, il y a eu un déni d'une réalité, il y a eu des choses qui n'ont pas été éclaircies, on les revoit et on le ressent. C'est parce que quand on est fragile, et c'est un état de fragilité que d'accoucher, que d'être enceinte et ensuite d'accoucher, c'est vrai que cette fragilité, elle nous renvoie automatiquement à une fragilité primaire qui était la relation plus ou moins conflictuelle qu'on pouvait avoir avec la maman. Et c'est vraiment ce qu'on voit en consultation. En général, quand la maman va mal avec son petit bébé, qu'elle trouve pas, quand on va chercher, quand on va fouiller, on se rend compte qu'il y a déjà un mal-être avec la maman. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes filles, ce que je dis aux jeunes mamans. Et c'est déjà avant d'avoir ce désir et avant de mettre en route peut-être un enfant, bien entendu, on ne calcule pas toujours. J'ai dit dans la mesure des possibles, essayez déjà de rétablir les liens, essayez déjà de comprendre le pourquoi du mode de fonctionnement que vous avez pu avoir jusqu'à votre moment à ce jour-là. Et c'est vrai que ça régule beaucoup de choses. Inch'Allah. Au-delà de cette relation avec sa mère, désirer un enfant à un niveau plus conscient, c'est vouloir prolonger sa vie et celle de ses parents. C'est assurer la continuité d'un nom, c'est s'inscrire dans l'histoire générationnelle de la famille, c'est se perpétuer en cet enfant. Donc c'est pas anodin, je fais pas un enfant uniquement pour la Oumma, je fais aussi un enfant parce que j'ai des comptes à régler avec moi, avec ce qui s'est passé dans ma vie avant, j'ai un manque, c'est aussi parce que j'ai un manque à combler, et j'ai des choses un petit peu à travers cet enfant à régler et à comprendre de la vie. Donc il faut déjà s'interroger lorsqu'on va devenir maman, pour que ça se passe le mieux possible, sur pourquoi est-ce que j'en ai arrivé là, est-ce que c'est juste parce que mon mari me le demande, est-ce que parce que simplement c'est normal, il faut avoir un enfant. Mais c'est vrai que toutes ces intellectualiser et penser à tout ça, ça nous aide à mieux s'épanouir en tant que maman après l'arrivée de cet enfant. Je vous dis ça, c'est des choses à laquelle on ne pense pas, mais je vous assure que ce peu de choses-là, cette conscientisation de qu'est-ce que je vais devenir en étant maman, pourquoi j'ai tellement envie de devenir maman, et se poser ces questions vraiment existentielles, je vous assure que ça apaise énormément les choses et ça répond aux questions qu'on ne se posera pas après la grossesse. C'est vraiment important de se poser, de se positionner en disant « Alhamdoulilah, je vais avoir cet enfant-là, pourquoi, comment, est-ce que je suis prête ?» et en parler, surtout être dans la discussion avec son mari. Cette arrivée au sein de la famille est un véritable bouleversement. Ce nouveau membre va bousculer les places, redistribuer les rôles, on parlait de rôle tout à l'heure.
Nos parents deviennent des grands-parents, les frères et sœurs des oncles et des tantes. Chacun se sent concerné, parfois même menacé par cette arrivée. Et ça, encore une fois, c'est important. Se poser rien que pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et laisser la place à chacun. Oh, d'accord, tu deviens oncle. Et puis toi, tu deviens grand-père. Comment tu vis ça? C'est vraiment important de se poser de ces questions-là. Donc certaines mamans arboreront fièrement leur ventre, d'autres verront leur image menacée par ce corps abîmé, déformé, entraînant la perte de la beauté. Les nausées, la fatigue, l'hyperémotivité, les troubles du sommeil sont souvent présents lors des premiers mois de grossesse. C'est une période d'intense bouleversement physique et chimique. Et psychique, Et c'est vrai qu'il faut se préparer à ça, c'est pas du tout évident. Une maman qui arrive à être enceinte, que personne ne comprend, elle se sent seule, elle est mal, et il faut savoir que ça arrive, il faut se le dire, il faut prévenir, que c'est une étape normale de la grossesse. Mais si déjà c'est pas un enfant voulu, par exemple, pas désiré, et qu'en plus on vit ça, on sent son corps complètement transformé, on ne l'accepte pas, c'est pas évident. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est quand on est enceinte, le bébé ressent tout, absolument tout. Vraiment, in utero, l'enfant est déjà vivant, subhanallah, et le moindre de vos soucis, le moindre de vos angoisses, vous lui transmettez. Donc l'important, c'est de préparer cette grossesse en étant le plus épanoui possible pour pouvoir passer cet épanouissement à votre enfant. Parce que quoi que vous vivrez durant cette grossesse, l'enfant le ressentira. Et je reçois aujourd'hui en consultation des enfants de 2-3 ans, subhanallah, d'une hyperactivité, ils bougent dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi. Il me suffit de poser la question comment s'est passée la grossesse et on comprend tout de suite. Et ben, j'étais en plein bouleversement, ça n'allait pas avec mon mari, on était en plein déménagement, je stressais et la maman ne comprend pas, ne savait pas, Lara ne savait pas qu'effectivement l'enfant a tout ressenti. Et il suffit de ça pour avoir un petit être complètement déstabilisé, qui ne sait pas, qui n'a pas de limite et qui est vraiment mal lui-même parce que la maman était mal. Ce que je dis aussi aux mamans quand ils me rapportent les jeunes enfants qui vont mal, je leur dis mais sachez une chose, c'est que l'enfant s'interdira d'aller bien tant que vous, maman, vous n'irez pas bien. Et ça, je pense que en avançant, on va en reparler. C'est très très important d'aller bien, tout simplement, durant la grossesse et après la grossesse, parce que l'enfant s'interdira d'aller bien si vous n'allez pas bien. D'accord ? Après l'accouchement, notre corps a changé, portant les marques de ces 9 mois de grossesse. Nous devons renoncer à notre cœur de jeune fille et accepter ce corps de femme. De ce ventre arrondi, de cette intercommunication avec son bébé, il ne reste qu'un sentiment de vide, de perte. Donc période dite de baby blues, où les émotions sont exacerbées, nous pouvons nous sentir très très seuls. Comment retrouver son image de femme quand le corps vous échappe? Lorsque l'incontinence, les nuits d'insomnie, la surcharge pondérale envahissent votre vie. Donc, il faut savoir qu'on va passer par là. Et il faut surtout se dire que ce n'est qu'un moment qui va passer. Le père y est aussi pour beaucoup. Le père est également déstabilisé par la grossesse. Ça, il faut le comprendre. Voir sa femme avec son ventre qui grossit, etc., c'est pas évident pour un homme non plus. Donc il faut comprendre que lui-même, même s'il ne le dit pas, puisqu'il parle beaucoup moins, les hommes, ça on le sait, que les femmes, il ne dit pas, il est déstabilisé. Donc il faut aussi comprendre que c'est un vrai bouleversement pour tout le monde. Il a un rôle important. C'est lui qui va permettre à la mère de sortir de la fusion avec son bébé. Il lui redonne ainsi la possibilité de réinvestir son corps de femme et simultanément permet à l'enfant d'accéder à l'autonomie. Cette triade, donc ces trois, qui constituent dorénavant une famille, n'est pas facile à gérer. C'est pas du tout facile. C'est pas naturel. C'est vrai que c'est naturel d'avoir un enfant, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Beaucoup de mamans se disent ça allait pas dans mon couple, donc j'ai fait un enfant et je pensais que c'est ça qui allait le rattraper, qui allait le laisser à la maison. Et ben non, encore une fois, non. C'est un projet qu'on mène à deux, d'avoir un enfant. Je ne fais pas un enfant pour pouvoir attraper mon mari parce que ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses existentielles qu'il faut savoir. C'est basique. On le sait, mais on ne l'applique pas. Je l'entends encore aujourd'hui, mais moi j'en ai fait un 3e, j'en ai fait un 5e, une maman, j'en ai fait un 6e, parce que je pensais vraiment, et ben non, j'ai fini par divorcer avec 6 enfants. Et on ne se rend pas compte qu'un enfant, ça se construit vraiment à deux. Ça, c'est des choses dans notre communauté, il faut vraiment encore faire bouger beaucoup de choses. Retrouver sa féminité pour une femme, c'est se reconnaître dans son corps, mais également dans le regard de l'autre. C'est accepter, intégrer son nouveau statut de mère, c'est laisser une place à l'homme en tant que père. Et ça, le souci, il est là aussi. C'est qu'on est tellement en symbiose avec ce bébé
qu'on ne laisse pas le papa, on ne lui laisse pas sa place de papa, et on est avec le bébé pendant 2 ans, 3 ans, donc on est dans une fusion telle qu'on n'arrive pas à couper ce cordon ombilical. Ensuite, il se passe ce qui se passe, hein, quand on se met en retrait, le mari il se met en retrait aussi, et on se demande pourquoi effectivement ça ne va plus dans l'intimité du couple, et ça ne va plus tout court avec son mari. Et on ne s'est pas rendu compte, oui, mais j'étais maman, il était petit, il a besoin. Oui, mais votre époux a besoin de vous. C'est très important. Laissez la place à votre époux. L'époux, il peut très bien, lui aussi, il a envie de donner le biberon. Donnez-lui le biberon. Laissez-le lui donner le biberon. Il veut passer la nuit avec son enfant. Laissez-le. Et on ne se rend pas compte qu'on est tellement maternel, beaucoup trop, qu'on arrive vraiment à ne pas laisser la place qu'il faut à son mari. Et effectivement, ensuite, il est complètement perdu. Le problème, c'est que lui ne le verbalisera pas. Ou peu. Et donc, vous risquez de ne pas le savoir. Mais ça, c'est important. Que chacun reste à sa place. Et vraiment distribuer les rôles comme il faut. Femme ou maman, est-ce un choix impossible? Nous serons peut-être tentés de renoncer à la femme pour donner toute la place à la maman, bien entendu, donc après cette naissance, et s'investir à fond dans ce projet de vie qui est celui d'élever les enfants. Ce serait là une erreur. Car renoncer, encore une fois, à la femme, c'est aussi renoncer à la mère. Et encore une fois, nous sommes femmes pour nous-mêmes et mères pour notre enfant. Une femme épanouie, c'est une mère épanouie. Je le redis, c'est très important. Sachez que c'est par votre épanouissement que votre enfant va s'épanouir. Et vous n'êtes pas que la mère. Vous resterez la femme à vie. Vous resterez la femme. C'est parce que vous avez été femme que vous avez pu être mère un jour. Ne l'oubliez jamais. Et c'est vrai que dans notre communauté, je le vois. J'arrive, je suis la maman d'un tel, mais racontez-moi d'abord. Raconte-moi, ma soeur, ton histoire à toi. Oui, mais moi, je viens pour mon enfant. Oui, je veux t'entendre toi. C'est important, ma soeur. Pose-toi et parle-moi. Oui, mais c'est lui qui va pas baisser. Non, toi. Dis-moi ta grossesse. Raconte ta grossesse. Comment ça s'est passé? C'est tellement important. Et on s'oublie. Et on se cache derrière ce rôle de mère. Et on ne prend plus le temps de penser à soi, de penser qu'on a une vie, qu'on a un vécu, qu'aujourd'hui encore on a des ressentis, des ressentiments, et qu'on peut le dire, et que là c'est un espace de parole pour toi, ma soeur, donc parle-moi. Et on oublie ça. On arrive toujours, en général, toujours, subhanallah, lorsque j'ai des consultations d'enfants, on arrive avec l'enfant, voilà, c'est l'enfant qui va mal. Et 90% des cas, tout le temps, 9 cas sur 10, c'est la maman qui va mal. C'est le papa, c'est le conflit qu'il y a qui fait que cet enfant va mal. L'enfant, subhanallah, il est... Pardon, Mashallah. L'enfant, mais il a jamais aucun souci. Alors effectivement, c'est quand je me concentre après sur les parents, qu'on comprend d'où vient le malaise, que ça va mieux. L'enfant, il demande qu'à pousser comme une plante, machallah, j'ai aucun souci. Lorsqu'un enfant a un souci, c'est que les parents ont un souci, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-dit, de l'ordre de la non-acceptation de soi, de l'ordre du non-engagement, et on va revenir à cet engagement, machallah, qui fait que, non, c'est l'enfant qui va mal, moi je vais bien, non, mais non, ne sois pas dans le déni, ma soeur. Mon frère, pareil, on se posait, donc je les prends individuellement, et ensuite je les reprends tous en famille, et là je comprends où est le malheur. Où est le mal? Il vient jamais de l'enfant. Il vient pratiquement jamais de l'enfant. Alors, les phénoménologues, là, c'est la description philosophique des phénomènes par rapport à l'esprit qui les perçoit. En fait, ils disent, et je pense qu'ils ont absolument raison, hein, c'est des psychologues aussi, qui disent que la mère, la femme, elle est divisée dans son temps, à 100% de son temps, en 4 rôles. Et donc, je suis désolée, j'aurais dû, pour le coup, avoir un PowerPoint. Donc, c'est un rectangle. En haut à gauche, il y a la mère, donc, qui participe à l'œuvre de création qu'est l'enfant. À droite, l'épouse, le besoin, l'écoute, l'échange. En dessous, l'être humain. Et à côté, la femme. Et ils nous disent bien, effectivement, dans ce rectangle, il n'est complet que s'il y a les 4 coins. Si on le divise en 2, il est complètement bancal. Il manquera l'essentiel. L'essentiel, c'est l'être humain et la femme. D'accord? Donc on ne peut pas se considérer en tant que mère et épouse si d'abord on n'est pas être humain et femme. Donc tout va ensemble. C'est un tout. C'est très important. D'accord? Alors comment concilier les deux? Comment concilier les deux au quotidien concrètement? La femme et la maman. En faisant revivre la femme qui est en nous. Puis là, des mamans arrivent dans mon cabinet dans un état, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire plaisir cette dernière semaine?
j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai qu'on se cache beaucoup dans notre côté derrière, j'ai pas eu le temps, il y a eu les enfants. Mais les enfants, billah alaykoum, ils sont à l'école. Ils sont à l'école, ils sont à la crèche, vous avez votre maman pour les garder quand ils sont en dessous de l'âge de l'école. Qu'est-ce que vous avez? Ils ne prennent plus le temps pour elles. Elles ne prennent plus le temps d'aller bien. Subhanallah, on est en train de multiplier, machallah, des salons de coiffure pour femmes voilées, des esthéticiennes qui viennent jusqu'à domicile, des salles de sport, subhanallah, partout partout en France d'ailleurs, de plus en plus, pour les femmes, et uniquement pour les femmes. Mais je veux dire, c'est une question de volonté, certes, mais on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de se faire plaisir. Alors, à quand, ma sœur, date ton dernier plaisir? Alors, peut-être l'été dernier, oui, peut-être quand je suis partie en vacances. Mais elle ne se rend pas compte, subhanallah, que comment va-t-elle transmettre à son enfant la possibilité de vivre et de jouir de sa vie et d'être heureuse si elle-même ne l'est pas? Comment va-t-elle le faire? Si elle-même ne s'autorise pas le plaisir, le désir. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est effectivement aller chez le coiffeur, on se sent tellement bien, chez une sœur, bien sûr. L'islam ne nous interdit pas ça, que je sache. Se faire du bien à sa peau, aller faire un achat pour soi, et penser vraiment à soi. Vous pensez que vraiment, si votre époux, vous lui posez la question, il va vous interdire? Jamais. Je ne pense pas, surtout qu'il va savoir effectivement le retombées que ça va avoir derrière. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas. Nous, en tant que femmes, on n'ose pas. On se dit, non, on n'a pas le temps, les enfants d'abord. Pourquoi les enfants d'abord? L'enfant sera bien quand vous serez bien, mes chères sœurs. Mais ça, je pense qu'on ne l'entend pas assez. Je le dis à chacune de mes consultations. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien pour l'instant. Certains se sentiront plus féminines après avoir donné la vie. D'autres devront redécouvrir un nouveau corps et réapprendre à l'aimer. Apprendre à aimer son corps. Déjà, avant toute chose, apprendre à s'aimer soi, ça passe par aimer son corps. Si on se sent grosse, on se sent laide, on se sent pas belle, comment faire effectivement pour s'aimer? Donc c'est sûr qu'avoir une image fracturée de soi ne va pas du tout aider à l'estime de soi. Et tant que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même et une bonne confiance en vous, mes chères sœurs, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Comment est-ce que vous allez vivre au quotidien en ayant une estime de vous complètement tronquée? L'estime de vous, elle passe d'abord par le palpable, elle passe d'abord par le corps. Donc faites du bien à votre corps. Et on peut être belle tout en étant ronde. On peut être vraiment charmante en ayant des rondeurs, peu importe. Des femmes s'acceptent, et masha'Allah, elles s'acceptent avec leur rondeur et tout va bien. Ou alors elles entament un régime, ou elles entament du sport, peu importe. L'important, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que c'est pas une compétence, c'est pas un privilège pour les femmes qui ont été à l'école et qui ont pas du tout. On est toutes des femmes, même en ayant un minimum d'acquis intellectuel, on est toutes les femmes et on peut apprendre à s'aimer. Moi je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire dans sa vie, jamais. Aucunement, dans aucune circonstance, il n'est jamais trop tard. On peut toujours s'améliorer. Et c'est ça, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et les sœurs ne comprennent pas, oh, c'est trop tard, moi j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, je peux pas aller. Pourquoi vous parlez comme vos grands-mères? Subhanallah, mashallah, on a cette chance d'être dans une cité qui est totalement, enfin en France, quand même, qui est ouvert vers ça. Vous voyez les gens, comment elles font tout pour s'embellir, effectivement. Mais l'important, c'est d'adopter ça, se dire, mais moi aussi, j'ai cette place, j'ai cette capacité, parce que je suis une femme, j'ai cette capacité d'aller mieux. Et le problème, c'est qu'on n'adopte pas ce discours. On va à l'encontre de nous-mêmes, en se disant, mais là, c'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard, ce moment-là? Et on ne s'en rend pas compte. Se faire belle pour votre époux. C'est vrai que beaucoup de femmes arrivent aussi à me voir, oui, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller bien à la maison? Si tu n'es que dans ton rôle de maman, est-ce que tu prends le temps pour ton mari? C'est important, c'est pas là de plaire à son mari, ne serait-ce que ça au quotidien. Est-ce que tu lui accordes du temps? Ben non, j'ai pas le temps. Non. Subhanallah, comment peut-on dire qu'on n'a pas le temps? On a le temps que celui qui veut prendre le temps. On a ce temps-là. Wallah, ne vous cachez pas derrière un genre, j'ai pas le temps. J'ai le temps, subhanallah. Je les mets au lit, je me fais pour mon époux, et après ça va mieux. Mais ça, on prend pas le temps et on se dit, ouais, mais de toute façon, c'est lui d'avoir ailleurs. Pourquoi il va voir ailleurs pour ça? Tu t'es posé la question. Ah oui, il veut une deuxième femme. Ah, et tu te rends pas compte, vous vous rendez pas compte? Si, je me rends compte, mais est-ce que toi tu t'en rends compte? Est-ce que toi tu t'es posé la question du pourquoi il veut cette deuxième femme? Ne serait-ce que ça, subhanallah. Les femmes, elles sont pas conscientes. Les sœurs, vous n'êtes pas conscientes qu'effectivement vous avez un minimum. Les psychologues disent qu'effectivement il faut partager son temps. Beaucoup
il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Ils ont dit, wallahu a'lam, qu'il faut partager son temps en 4 temps, au niveau de la journée. 25% de son temps en temps social. Le temps social, c'est le travail, c'est effectivement ce qu'on peut faire, l'engagement dans une association. Pour une femme, il faut effectivement rester à 25% de son temps donné à son temps social. 25%, c'est le temps familial, le temps que vous attribuez à vos enfants. 25%, on n'a pas dit 80%. D'accord ? 25%. Autre 25%, c'est le temps pour soi. 25% pour soi, c'est-à-dire le culte, c'est-à-dire le bien-être, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez vous faire à vous comme bien, 25% du temps. C'est quand même un quart de votre temps dans la journée. Et 25% restant, vous savez ce que c'est ? J'ai détonné moi-même. Les 25%, le temps conjugal. Le temps que vous avez comme relation avec votre époux, les sorties que vous pouvez faire avec lui, les discussions que vous pouvez faire avec lui, 25% du temps. Propre mari m'a dit, tu es sûr que 25% tu veux... Oui. Donc, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on trouve un épanouissement. Par jour, 25, et je vous assure que, subhanallah, je connais des sœurs qui y arrivent, et elles sont très épanouies. Tout se passe bien. Maintenant, effectivement, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, si un jour, j'ai pris beaucoup plus de temps pour mes enfants, le lendemain, je rattrape ce temps-là. Effectivement, je me donne plus de temps au lieu de 25% pour moi, je me donnerai quand même 40%. Pourquoi ? Parce que j'ai été tellement avec les enfants que je me suis un petit peu oubliée. Le mari, pareil. C'est comme ça, je veux dire, il faut essayer au jour le jour de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Mais en étant... Oh là là, 30 minutes, d'accord. Mais j'ai déjà parlé une demi-heure. Subhanallah, je suis une grande bavarde. Voilà, donc au moins ça, sachez que c'est très important. Le temps conjugal, il est très important. Donc si on lui accorde 1%, et après on se demande pourquoi, effectivement, on va chercher ailleurs. Mais qu'est-ce qu'une femme épanouie ? Il faut que j'aille très vite, là, visiblement. Donc qu'est-ce qu'une femme... Non, l'épanouissement commence à pointer son nez lorsque l'on s'accepte soi-même tel que l'on est. Et le souci, là, je ne m'accepte pas. Je suis trop laide, je suis trop grosse, encore une fois. Mais le souci, c'est qu'en général, quand on va encore chercher plus loin, c'est parce que on ne nous a jamais, étant plus jeune, donné une image, renvoyé une image positive de nous-mêmes. Et c'est ça le gros souci, c'est que les mamans qui sont complètement dévalorisées aujourd'hui, qui se sentent dévalorisées, c'est que personne n'a pris le temps avant, ni les parents, ni l'époux. Et bien le souci, ce que je leur dis, c'est que malheureusement, vous n'avez pas été valorisés, mais maintenant c'est à vous de le faire, vous par vous-même. Valorisez-vous par le peu que vous pouvez faire au quotidien, valorisez-vous. Donnez-vous des buts, donnez-vous des objectifs dans votre vie qui vont vous valoriser. Et ça, le souci, il est là, c'est qu'elles ont été tellement submergées par une image négative qu'ont pu leur transmettre des parents dits toxiques, parce que malheureusement, il existe encore des parents toxiques, et on en fait les frais encore aujourd'hui. C'est que la plupart de nos consultations est dû au fait que les enfants ont été complètement détruits par des parents toxiques. Ils ont été donc victimes de parents toxiques. Quand je dis parents toxiques, un parent qui dénigre à longueur de journée à appeler son fils ou sa fille Deb Ahmar, c'est un parent toxique. C'est un parent toxique parce qu'il va complètement détruire l'estime de l'enfant. Complètement, ne pas du tout donner confiance. Et parce qu'il n'a pas joué son rôle et qu'il a été toxique, effectivement, on l'appelle parent toxique et l'enfant est victime. Et ça, il faut le savoir, qu'effectivement, 80% des jeunes femmes que je rencontre dans mes consultations, c'est ça. C'est qu'elles arrivent complètement, elles sont mamans, machallah, mais elles sont complètement... Elles n'ont pas du tout confiance en elles-mêmes, elles n'ont aucune estime d'elles-mêmes, elles se trouvent, et alors qu'elles sont brillantes, elles ont des postes, masha'Allah, elles arrivent à élever leurs enfants, à concilier vie de famille, mais elles ne le voient pas, parce qu'on ne lui a pas autorisé à voir ça. C'est ça le gros souci. Donc, Billah alaikum, ne soyez pas toxiques pour vos enfants, mais c'est encore toute une autre conférence, c'est ça le parent toxique, mais en même temps, sachez que vous avez pu vous-même être malheureusement victime d'un de ces parents-là. L'important, c'est de le savoir. Et comme le disait très très bien ma chère sœur, l'important, c'est la prise de conscience. À partir du moment où je prends conscience que cette image que j'ai de moi-même complètement tronquée, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de mes parents, et bien je m'en libère. Et c'est comme ça que je peux changer de comportement derrière. Alhamdoulilah. Mais prenez cette conscience-là entre la vision qu'on a pu me donner de moi totalement négative de la part de mes parents, de mon époux aussi, parce qu'on peut avoir aussi des époux toxiques, malheureusement. Ça existe. Comme on peut avoir des épouses toxiques, attention, vis-à-vis de leur mari aussi. Malheureusement, on a tous les cas de figure. Mais le savoir, et savoir cette prise de conscience va faire qu'effectivement, je vais faire un pas de côté, je vais me dire, alhamdoulilah, ça vient pas de moi, ça vient de l'autre. Donc moi, je peux reconstruire ma propre image. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de la thérapie.
c'est d'essayer de faire comprendre à la patiente, ça ne vient pas de toi, ça vient d'ailleurs, mais tu peux reconstruire. Et tu as tous les outils, les armes pour reconstruire cette image, Inch'Allah. La reconnaissance. Billah alaykoum, soyez reconnaissante. La reconnaissance est l'un des 4 besoins relationnels essentiels. Donc Jacques Salomé, qui est un psychopédagogue, nous dit on a 4 besoins essentiels. Lorsque un de ces besoins n'est pas assouvi, c'est le début de la violence. C'est là où effectivement on arrive à devenir violente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, l'introspection. Avant de me marier, avant d'avoir un enfant, avant de faire quoi que ce soit dans ma vie, je vais d'abord me poser avec moi-même et je vais me dire quels sont mes besoins. On a des besoins fondamentaux. Le besoin de se dire avec ses mots, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être reconnu tel que je suis et le besoin d'être entendu. Tous ces besoins-là, c'est des besoins vitaux. Quand un de ces besoins n'est pas entendu, automatiquement ça va mal. Ça va mal dans le couple, ça va mal avec nous. Alors mais quel est mon besoin? Je vais me marier avec un tel, j'aimerais savoir, il va répondre à quel besoin cet homme-là? Vous pouvez reprendre s'il vous plaît les besoins? Pardon, besoin de se dire avec ses mots, de s'exprimer. C'est un besoin essentiel, de pouvoir parler de soi. Chose que les gens arrivent, en général toujours cachés derrière un petit enfant, en consultation, mais ils ne savent même pas parler d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais pris le temps et l'habitude de parler d'eux-mêmes. Donc ils m'avancent le petit enfant, moi je mets toujours l'enfant de côté, mais c'est toujours très difficile d'accès. Besoin de se dire avec ses mots, besoin d'être valorisé. Vous pensez bien les publicistes, quand ils vous disent vous le valez bien, et qu'après tout le monde va aller acheter les produits L'Oréal, pourquoi? Parce qu'ils ont touché quelque chose d'existentiel chez l'être humain, effectivement. C'est la valeur qu'on peut se donner et la valeur que l'autre peut nous renvoyer de nous-mêmes. C'est la valeur qu'on peut avoir aux yeux de l'autre. Humainement, c'est existentiel, c'est très important, la valeur qu'on peut avoir. Besoin d'être reconnu tel que je suis. La reconnaissance. On me reconnaît en tant que maman, on me reconnaît par les efforts que je fais, la reconnaissance de l'autre sur moi. C'est un besoin essentiel. Et enfin, le besoin d'être entendu. Être sur la même longueur d'onde avec mon époux. J'arrive à parler avec lui. Il y a des mamans, elles arrivent me voir, mais je ne sais même plus parler avec mon mari. Je ne sais plus parler avec lui, c'est grave. Je n'arrive plus. Il ne m'entend pas. On est dans 2 mondes différents. Pourquoi je l'ai épousé, etc. C'est très difficile. Je dis, mais comment est-ce que tu l'écoutes? Comment est-ce que tu arrives d'abord à écouter ton mari? Est-ce que tu lui dis... Oui, en général, je lui dis d'abord qu'il n'a pas été super, il n'a pas été là pour les enfants, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça. Je dis, mais là, tu es dans l'accusation, tu n'es pas du tout dans l'écoute. Et en plus, c'est le tu. Le tu qui tue. Ça, c'est clair, qui tue. C'est-à-dire, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas été là pour les enfants, tu n'as jamais le temps, tu es toujours devant la télé. Comment vous voulez là vous fermer la communication, mes sœurs? C'est pas comme ça qu'on parle à son mari, bien au contraire. Et du coup, on ne sait plus communiquer dans notre communauté et ailleurs, malheureusement, même dans d'autres communautés, on ne sait pas. On ne sait effectivement que juger. Et que juger, accuser. Je t'accuse, mais c'est toi. Mais lui, il ne sait pas, mais lui. Pose-toi. Qu'est-ce que tu sais de lui? Le problème, ce que les neurosciences nous le prouvent, c'est que les mamans, les femmes, elles sont très fortes. C'est pour ça que je vous dis, on a tous les outils, nous, en tant que femmes. On est très fortes affectivement. On est très, très, très fortes psychologiquement. Et le souci, c'est qu'on a besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer, beaucoup plus que le mari a besoin. Là où lui, il aura besoin de 100 mots, nous, on a besoin de 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est des grandes bavardes, on parle beaucoup. Et c'est un petit peu notre tort, mais en même temps, on est fait comme ça au niveau du cerveau. Et que le mari, lui, il aura besoin que de 100 mots pour parler. Ça veut dire que quand il vous dit pas je t'aime, c'est pas la peine d'en faire une crise. Peut-être qu'il va vous le dire autrement. Il n'a pas besoin d'autant d'expressions que vous. Oui, mais tu me le dis pas. J'ai vu des divorces qui ont fini. Rien. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais dit je t'aime. C'est quand même grave avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas fait de la même façon, l'homme et la femme. On n'est pas fait. Et ça c'est terrible parce que voilà, ça amène à des choses terribles. On est fait différemment. Donc n'attendez pas de votre mari qu'il soit comme vous, encore une fois. Ça, c'est des choses encore très très basiques, mais des choses qu'on n'entend pas et qu'on ne sait pas, et dans la routine, on oublie malheureusement. Alors, là, je voudrais en revenir à l'engagement. Il y a une définition du bonheur, parce que j'en suis dans le chapitre presque l'épanouissement. Le bonheur par l'engagement. Et là, je rejoins mes sœurs, je sais comment on va, frère, mes chères sœurs, quand vous avez parlé d'engagement. Après 25 ans d'études, il y a eu 25 ans d'études sur le terme bonheur. D'accord ? Donc c'est un éminent psychologue qui s'appelle, d'ailleurs je vous ai ramené le livre, si après vous avez, je vais avoir toute une bibliographie qui
que vous intéressez, Inch'Allah, je les ai là. Xizent Milai. Bon. Il définit le bonheur, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a recherché à travers le monde entier, il n'a pas laissé une seule communauté, donc toutes les communautés du monde, il leur a dit, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et comment vous pouvez atteindre le bonheur? Et il dit, le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive, ça c'est les conclusions de son enquête après 25 ans, qui arrive à l'improviste. Il n'est pas le résultat de la chance, il ne s'achète pas, il ne se commande pas. Parce que ça, j'ai pas de chance, encore une fois, et je n'ai pas de chance, ça je l'entends beaucoup trop malheureusement.